sont les violences en marge de ce match. 3000 policiers mobilisés. Malgré cela, des images sur les Champs-Élysées de boutiques attaquées, vandalisées, de voitures brûlées. Et une fois de plus, les forces de l'ordre prises pour cible. Ça se passe là tout près du Parc des Princes, porte de Saint-Cloud, jet de projectiles. Gérald Darmanin qui vient de parler de sauvagerie des personnes qui ont fait cela. Est-ce que c'est le mot que vous employerez, sauvagerie ou ensauvagement ? Oui, moi ça ne me gêne pas. Quand je vois des gens qui estiment qu'il ne faut pas utiliser ce genre de vocabulaire, ça me rappelle l'époque où, quand Jean-Pierre Chevènement parlait des sauvageons, on estimait qu'il était un fasciste, qu'il était un personnage insupportable ou infréquentable. Oui, on a vu les images, elles sont terribles. On a vu aussi les images de la répression des Gilets jaunes en leur temps, où ça a été extrêmement violent. Les yeux énucléés, les mains arrachées, la police qui tabassait très fort, etc. Et là, on voit qu'il ne se passe rien. On nous a annoncé pourtant dans la journée que ça risquait d'être chaud le soir, quoi qu'il arrive. Que le PSG gagne ou qu'il perde, on s'est dit attention, ça va être chaud. Et pourtant, on laisse faire, et puis on voit ces images. 3000 policiers mobilisés, on ne peut pas dire qu'on laisse faire. Ils ont été pris pour cible, encore une fois. Ils n'ont rien fait. 16 agents des forces de l'ordre blessés par les projectiles. Vous mettez sur le même plan la violence des gilets jaunes, enfin des policiers contre les gilets jaunes, d'après vous, et celle de ce qui s'est passé hier soir ? Je les mets en relation, mais pas sur le même plan. Je vois bien que les gilets jaunes se font fortement tabasser, pas là. Vous avez vu combien de temps dure ce plan, là, d'une quinzaine de personnes qui grimpent sur les voitures et qui... Donc il y a un deux poids, deux mesures, c'est ça ? Évidemment, il y a deux poids, deux mesures, bien sûr. Pourquoi ? Ah ben ça, il faut demander au pouvoir. Je pense que le pouvoir a intérêt à ce genre de choses. C'est une façon pour lui d'acheter la paix sociale. Il sait très bien que s'il est répressif, la violence va augmenter. Donc c'est une façon de dire, on n'a pas vu, on touche à rien, on fait rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de territoires perdus dans la République et qu'on ne fait rien du tout alors qu'on est capable justement de tabasser les gens simples et les gens modestes ? Simplement parce qu'on achète la paix sociale. Mais on achète la paix sociale au profit d'une guerre civile. D'accord. On parle aussi de rodéo sauvage. Il y a eu beaucoup d'actualités à ce niveau-là. Marseille, des riverains ont même porté plainte contre l'État. Ils ont gagné, ils ont obtenu un petit dédommagement. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Rien du tout, parce que l'État est impuissant. L'État est impuissant parce que, je me répète, il veut être impuissant. Sur ce sujet-là, il sait très bien qu'il a perdu la partie. Quand on a perdu la partie, on ne va pas jouer. Donc on laisse faire, on fait semblant, on n'écoute pas. Souvenez-vous de Gérard Collomb qui nous avait fait savoir que la France était pour l'instant côte à côte, enfin certains Français étaient côte à côte et d'autres et qu'on pouvait risquer le face-à-face, que François Hollande a parlé de la partition, y compris Emmanuel Macron. Que font-ils ces gens-là ? C'est la même chose que Darmanin ou Jean Castex. On comprend que Jean Castex s'effondre. Ce sont tous des gens qui nous disent il ne faut pas, ça ne va pas durer, c'est inadmissible, la République ne laissera pas faire, on ne tolérera pas. Et on dit alors, et dans les faits, ça donne quoi ? Dans les faits, ça donne ce que nous voyons, c'est-à-dire on laisse faire parce qu'on a peur. À Palavas-les-Flots, pareil, les habitants sont excédés. Il y a eu un été complet de violence. Encore une fois, les forces de l'ordre sont à la fois en première ligne et à la fois assez impuissantes. Non, elles ne sont pas en première ligne. Elles sont en première ligne pour des raisons de visibilité médiatique, parce qu'effectivement, il faut voir des gendarmes qui courent de temps en temps et qui chargent ou qui donnent l'impression de charger, mais autrement, dans la réalité, non, ils sont là, placides, et ne bougent pas, ou n'interdisent pas que les choses aient lieu. Si vous pouvez filmer aussi longtemps ce genre de scène, c'est que, effectivement, la police aurait le temps d'intervenir. Pourquoi n'intervient-elle pas ? Je me répète, je pense que le pouvoir a intérêt, effectivement, à calmer le jeu en disant « Vous avez gagné la partie, dès lors, nous sommes là pour faire bonne figure, mais nous ne ferons rien parce que nous avons peur que ça se dégrade et que ça devienne vraiment... » Et ça, les Français l'ont compris, selon vous ? Mais les Français le savent. Les Français ne sont pas des abrutis, ne sont pas des crétins. Vous savez, ils ont pas des veaux. Sûrement pas des veaux. Et puis en plus de ça, vous savez, la télévision, il y a plusieurs discours. Il y a l'image qui parle toute seule, et puis après, il y a le commentaire du journaliste. Et je pense que la télévision en information continue, c'est formidable quand on coupe le son. On peut le faire d'ailleurs. Merci pour nous. Ah oui, je parle pour moi. Là. Et il suffit après de faire confiance à son intelligence en disant je vois des images et ces images, je vais les interpréter. Je ne vais pas me faire interpréter les images par des gens dont la profession consiste la plupart du temps à être complice du pouvoir. Mais cette violence, elle est le symptôme de quoi en fait ? Qu'est-ce qu'elle exprime aujourd'hui, cette violence ? Ah, elle exprime... Partout, dans toutes les strates de la société. Hein. Pas que les banlieues, c'est partout. Hein. Bien sûr, mais c'est aussi en Europe, c'est aussi dans l'Occident judéo-chrétien, parce qu'on a laissé faire l'effondrement de cette civilisation, parce que depuis Maastricht, on fait sauter tout ce qui est État. J'ai vu qu'on n'allait plus parler de l'État français, on n'allait plus parler de la nation, mais qu'on allait parler de l'hexagone. Il faut absolument effacer tout ce qui est nation. Donc tout ce qui est Europe, c'est formidable. Ça, on a le droit d'être nationaliste quand il s'agit d'être européen. Quand il s'agit d'être français en disant, mais attendez, on a une république, on a des lois. Enfin, on peut très bien réprimer toutes ces manifestations-là. On ne réprime pas parce que la République refuse d'être République, parce que les valeurs de la République y renonce. D'accord. Un dernier mot sur le PSG. Le football, c'est l'opium des peuples, c'est vraiment les Jeux de Rome pour vous ?
C'est une façon d'endormir Non, enfin moi je ne suis pas amateur de sport ni de football, j'ignore tout ça, mais je peux comprendre que des gens apprécient ce genre de pratique, parce que ce n'est pas seulement un sport, c'est une pratique sociale, une pratique sociologique. On a bien vu que le plaisir du PSG, c'était le déplaisir de l'OM et vice-versa, que moi j'ai passé 3 heures avec le professeur Raoult il y a quelques jours, et j'ai bien vu à Marseille combien Marseille fonctionne comme un anti-Paris. Et donc ça nous dit des choses sur la France jacobine, sur la France girondine, sur la France des provinces et des régions, sur le centralisme dans la capitale depuis Philippe le Bel, ça fait bien longtemps que ça dure, et c'est tout ça qui se dit au-delà du sport. Le sport est un prétexte pour le coup. Le nouveau ministre de l'Intérieur a publié un tweet ce matin. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, il multiplie les tweets, les coups de menton. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Non, c'est pas ça qu'on demande aux gens qui font de la politique. C'est la même chose avec un Premier ministre, c'est la même chose avec un chef de l'État. On ne leur demande pas de faire comme s'ils étaient dans l'opposition. On a l'impression que ces gens-là sont dans l'opposition. Ils sont au pouvoir. Dans l'opposition, c'est normal. Il n'y a qu'à, Faucon, on devrait, il n'y a qu'à, etc. Bon, très bien. Mais là, ils ont les manettes. Donc on ne lui demande pas de dire que c'est pas bien. On lui demande de faire le nécessaire pour montrer que, 1, c'est pas bien, 2, montrer qu'on n'a pas envie que ça continue non plus. Et rien n'est fait. Je vous dis, la peur du pouvoir à l'endroit des Black Blocs, à l'endroit de cette délinquance-là, des sauvages. Il y a de la sauvagerie là-dedans. Quand vous dites à quelqu'un qu'il faut porter le masque et que vous vous faites tabasser, que éventuellement vous vous faites tuer, que quand on tue un chef, quand on tue un conducteur de bus, on appelle ça une incivilité. Ces gens appellent ça incivilité. Mais enfin, c'est quand même incroyable. Donc, on nomme mal les choses. Donc on ne trouvera pas la solution. Je ne dirais pas qu'on les nomme mal, je dis que la façon qu'on a de les nommer dit un certain nombre de choses. La République a perdu, la République recule, et finalement, c'est cette sauvagerie qui fait la loi. C'est tous les jours que ces informations sont données, pas forcément sur les grandes chaînes, mais si vous allez les chercher un petit peu partout, en province, c'est en permanence. Les vols, les viols, les massacres, les passages à tabac, de temps en temps on a des images, parce que ce sont des images de caméra, mais qu'est-ce qui est fait contre ça? Rien. Allez, la vengeance du pangolin, on va en parler parce qu'on est en pleine inquiétude vis-à-vis d'un regain de l'épidémie et on multiplie les restrictions par peur de ce regain de l'épidémie. Sur les masques, c'est un festival. On envoie des CRS en renfort à Marseille, on dresse des centaines de PV. Est-ce que c'est une forme d'infantilisation des Français ou est-ce que c'est de la précaution sanitaire pure et simple ? Je vous disais tout à l'heure que j'avais vu le professeur Raoult qui, lui, me disait que le masque, on n'était pas bien sûr que ce soit efficace. Bon, je prends cette information en considération. Moi, je ne suis pas un scientifique, simplement, il me dit ce qu'il faut faire, en revanche, c'est se laver régulièrement les mains. Parce que c'est par là que la contamination passe. Et il dit, dans nos services, on est moins soucieux du masque que de se laver 100 fois les mains par jour. Donc j'écoute ce genre d'informations et je me dis, on peut effectivement pratiquer le principe de précaution. En rentrant de Marseille, j'avais un voisin à ma droite, il était masqué. De devant, ils étaient masqués, de derrière, ils étaient masqués. J'aimerais bien que pour le monde de la culture, on puisse comprendre que ça doit être la même chose que dans les TGV. Ce serait bien que les musiciens, que les acteurs, etc. puissent travailler véritablement, mais des masques, et puis on assiste à des festivals. Mais ma question, c'était l'infantilisation des Français. Et est-ce qu'on va vers une forme d'autoritarisme sanitaire ? Est-ce que ça, vous le pensez ou pas ? Oui, c'est une discussion qu'on a eue aussi, le professeur Raoult et moi, c'est qu'il y a un moment donné où on se pose la question de l'utilité de ce genre d'épidémie pour contenir le peuple dans le calme ou dans le silence. On voit bien qu'il y a plein de gens qui ont des raisons d'être mécontents. Les gilets jaunes, ça n'est pas terminé, même s'ils ont été récupérés par la gauche, les syndicats, les Black Blocs, etc. On voit bien que tout ça est prêt à repartir. La meilleure façon de contenir ce genre de choses, c'est de dire restez chez vous, portez un masque, interdiction de vous rassembler, etc. Il y a quand même une épidémie en cours. Il y a 30 000 morts dans notre pays. Oui, et prenez les chiffres des suicides, des accidents de la route, des pendaisons chez les paysans, etc. On en parle beaucoup moins. On n'arrête pas la paysannerie française parce que les paysans se pendent tous les jours. On n'arrête pas la voiture en disant interdiction de conduire aujourd'hui et plus de voitures du tout dans les rues simplement parce qu'il y a des accidents de la route. Ça fait partie de la vie, le risque. Ça fait partie de la vie, la mort. C'est ce que je dis un peu dans cette préface. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut accepter la dangerosité de l'existence. Il y a des pandémies, oui, d'accord. Il y a des gens fragiles qui disparaissent. On sait que la moyenne d'âge des gens qui disparaissent, c'est plutôt 80 ans, qu'il y a une comorbidité, comme on dit, c'est-à-dire des maladies qui sont là et qui rendent possible l'action du virus, et que par ailleurs, nombre de personnes ont le virus et sont asymptomatiques, comme on dit, c'est-à-dire que ça ne tue pas autant qu'une peste ou autant que le cancer, par exemple. La rentrée scolaire, est-ce qu'elle doit être remise en cause ? On sait que les masques sont obligatoires pour les enfants. Donc, est-ce qu'il faut décaler la rentrée scolaire ou pas ? Et est-ce qu'il faut que les masques soient gratuits ? C'est ce que demandait hier encore Jean-Luc Mélenchon.
Non, pas gratuit pour tout le monde. Il y a des gens qui ont les moyens de payer des masques et il n'y a pas de raison que Bernard Arnault ait des masques gratuits ou Pinault, je ne sais pas qui, enfin, les fortunes, je prends des noms comme ça, je veux dire, de fortunes connues, ou la famille... Pour les enfants, on parle juste des masques gratuits pour les enfants à l'école. Oui, d'autres vont même plus largement en disant que... moi, je pense que oui, dans les écoles, ça doit pouvoir être financé. Maintenant, je trouve qu'il y a une catastrophe dont on ne parle pas, c'est que pendant un an, on a détruit une classe d'âge. C'est-à-dire que les enfants qui au CP apprennent à lire, à écrire, à compter, par exemple, quand c'est fait à peu près correctement, si c'est encore fait, eh bien là, ça n'a pas été fait. On invente du distanciel, du présentiel, enfin ces mots débiles, juste pour pouvoir justifier que les enfants restent à la maison et on dira, ben, pas de problème, les parents qui ont les moyens de transmettre un peu d'éducation, apprendre à lire, à écrire à leurs enfants, il n'y aura pas de problème. Ces enfants-là traverseront ce problème-là, cette période-là sans difficulté. Et puis les autres, eh bien, on va fabriquer des illettrés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui n'ont pas appris l'an dernier? On va faire des classes de CP cette année qui vont être remplies de ceux qui, l'an dernier, on va faire redoubler tout le monde, n'ont pas pu apprendre à lire ou à écrire. C'est sidérant. Après ça, on fait comme si la France avait un réseau Internet formidable. Moi, quand je suis dans mon village natal à Chambois, je ne peux pas utiliser mon téléphone portable et il n'est pas question que des enfants dont les parents sont modestes, qui n'ont pas d'ordinateur, puissent suivre des cours quand Internet ne leur permet pas de recevoir les informations. Donc là aussi, il y a une espèce de catastrophe pédagogique. Je ne sais pas trop comment le pouvoir va s'y prendre. Bah, si, je vois bien, il ne va rien faire. Mais pour faire quelque chose à la rentrée, il faudrait effectivement une vraie rentrée avec des vrais cours et des vrais enseignants. Le gouvernement ne fait pas rien. 460 milliards d'aides déployées pendant le confinement pour les entreprises. Un plan de relance de 100 milliards qui doit arriver. L'État bouge, l'État fait quelque chose pour les Français. Pour les Français, je ne suis pas sûr. Pour un certain nombre d'entreprises, oui, mais pas forcément pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que si vous posez clairement la question de ce qui se passe dans votre quartier, c'est-à-dire un restaurateur, un coiffeur, un petit artisan, un boulanger, etc., tous ces gens-là sont dans la catastrophe la plus totale. Et puis quand il va falloir faire les comptes, on sera à l'heure de dépôt de bilan et on va faire quoi à ce moment-là? Moi, je vois plein de gens, des gens qui me disent « Ah ben moi, j'ai pas le droit à telle subvention, je l'ai demandé, mais on m'a dit « Ah mais non, vous êtes dans une configuration qui fait que vous n'y avez pas droit, etc. » Donc évidemment, les gros chiffres sont impressionnants. Simplement, moi, je ne suis pas dans l'idéalisme, je suis dans le pragmatique. Et quand je regarde les artisans que je connais, ils m'expliquent que ce n'est pas si simple que ça et qu'on ne leur donne pas l'argent dont on prétend qu'il leur est donné. Un mot de politique. On a vu hier Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, aller à la rencontre des Verts lors de leurs universités d'été pour dire que surtout il ne les a pas qualifiés d'ayatollahs dans un livre qu'il avait préfacé. Est-ce que les Verts sont les nouveaux vizirs à qui il faut baiser la babouche? Mais oui, on voit bien. Moi, je pense que les vrais résultats ne sont pas ceux qu'on dit lors des dernières élections municipales. C'est-à-dire, on dit les Verts ont gagné, bien sûr. La visibilité est qu'ils ont gagné un certain nombre de villes. Mais le vrai résultat, c'est 60% de gens qui ne sont pas allés voter. Parce qu'ils se font voler leur vote. Ouais. On se dit, mais c'est là qu'il faudrait aller chercher plutôt les votes. Là, ils sont en train de se dire, il va falloir quand même aller chercher ces 10-12% parce que c'est ce qui nous permettra d'être élus aux prochaines présidentielles. Tout le monde ne pense qu'à ça. Donc Mélenchon, hier, a fait un discours qui était sidérant de séduction à l'endroit des écologistes. Qu'il ne soit pas encore candidat, on s'en fiche ou pas? Il est candidat. Je mets ma main à couper qu'il sera candidat. Cette façon de dire, je ne sais pas, il faut que je demande à mes amis, il va falloir que... Non, il sait très bien que plus vite on part, plus vite on se fait tirer dessus. Donc il économise quelques mois en disant, en octobre, je vous dirai si j'irai, mais je ne suis pas bien sûr. Je dois mal dire, non, place aux jeunes, Adrien Quatennens est un personnage fantastique, il ira à ma place, c'est pas possible. Je pense qu'il sera comme Molière, il ira en fauteuil roulant à sa 53e élection, et puis il la perdra en expliquant que, bien qu'il est en 4e, il a failli être président de la République, et puis tout le monde fera semblant de croire qu'effectivement ce qu'il dit est vrai ou juste. Ce mois de septembre sera aussi le mois du procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. On est 5 ans après. Est-ce que vous êtes toujours Charlie ? Moi, j'avais répondu à cette question. Je suis Michel Onfray, moi, je ne suis pas Charlie. Donc, cette façon de dire il faut être ceci ou il faut être cela, je pense que c'est une façon de ne pas penser. Ma question à moi, elle est comment en est-on arrivé là? Qu'a-t-on fait pour que ça arrive? Qu'a-t-on fait pour que ça ne se reproduise pas? Que fait-on aujourd'hui pour que ça n'ait pas lieu à nouveau? Plutôt que de dire je suis Charlie, c'est tellement facile. Oui, je suis Charlie, l'affaire est passée. On passe à la question suivante. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réponse à toutes vos questions? Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'en parler depuis le début. C'est-à-dire cette
façon de laisser la société partir à volo, cette façon de dire que l'État n'existe plus, cette façon de dire, dès qu'on parle de la nation, qu'on est un nationaliste, donc on est un belliciste, donc on est un fasciste, donc on est un antisémite, donc on est un homophobe, etc. Avec Stéphane Simon, on a lancé Front Populaire, la revue n'était pas parue, que j'étais déjà comparé à Jacques Doriot, l'inventeur d'un parti fasciste français qui a porté l'uniforme nazi. On se dit effectivement, dans une société où on ne peut pas poser la question de l'origine des problèmes de la société sans passer pour un suppôt de Marine Le Pen ou je ne sais quoi, on se dit effectivement que la politique n'est plus possible selon ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut faire de la politique en disant tout ce que nous avons vu, tout ce dont nous parlons, vous et moi, depuis 10 minutes, eh bien, c'est lié par cet état de déliquescence d'une société dans laquelle on laisse faire la violence, les sauvages, puisque moi je n'ai pas peur de ce mot-là, et on estime que les honnêtes gens, les gens qui vivent chez eux, on a vu dans votre reportage tout à l'heure une dame qui descend le matin, elle découvre que sa voiture a été vandalisée, elle n'a plus de voiture. Voilà, il faut un régime autoritaire ? Il ne faut pas un régime autoritaire, il faut un régime qu'on appelle républicain. Ça ne s'appelle pas un régime autoritaire, c'est un régime dans lequel on estime qu'il y a la loi, il y a le droit, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des forces de police, elles sont là pour intercepter les gens. Je rappelle, parce qu'on parle beaucoup avec l'affaire Traoré de la police en disant qu'elle est quasiment fasciste, qu'elle est systématiquement fasciste, que c'est l'un des devoirs du citoyen. J'appelle à relire, à la relecture de la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'un des devoirs du citoyen de ne pas se soustraire à une interpellation policière. Moi, je me fais interpeller aussi, et quand ça m'arrive, j'arrête ma voiture, et puis quand on me demande mes papiers, je les donne. Je ne démarre pas en trombe en disant je fonce sur les 2 policiers, j'en écrase un et j'en tue un troisième. Il y a un moment donné où effectivement, ça s'appelle la loi républicaine, et ça ne s'appelle pas un État autoritaire, ça s'appelle un État républicain. Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu. Comme vous dites. On va y arriver. La vengeance du pangolin, Robert Laffont, il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'épidémie et votre point de vue sur notre société. Merci beaucoup. Voilà, c'est à vous Romain Desarbres. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.